On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va s'intéresser à ce qui s'est passé à Oyonnax dans la nuit de dimanche à lundi. Un petit nombre de voyous se sont pris à un mât de vidéosurveillance. Il y avait une caméra de surveillance qui avait été installée 48 heures auparavant pour évidemment tenter de juguler le trafic de stupéfiants dans un quartier un peu sensible de la ville. Eh bien, ils s'y sont mis à la disqueuse tout simplement pour abattre en quelques minutes à peine ce poteau de vidéosurveillance. On fait le point avec Victor Chabert et Anthony Favali. Les faits se déroulent ce dimanche soir aux alentours de 20h. Sur la vidéo, on voit plus d'une dizaine d'individus qui découpent un poteau à la disqueuse en haut duquel est fixée une caméra de vidéosurveillance installée depuis à peine 48 heures, tout proche de la cité La Plaine, un quartier sensible. Pour David-Olivier Reverdy, secrétaire national adjoint du syndicat Alliance Police Nationale, c'est une atteinte à l'autorité de l'État. C'est un véritable doigt d'honneur qui est fait aujourd'hui à l'État par ces images-là, parce que ça veut tout simplement dire que ce quartier, c'est le leur. Une fois le poteau effondré, les individus s'acharnent sur les restes du dispositif avant de jeter des cocktails Molotov et de prendre la fuite. La mairie d'Oyonnax, qui a porté plainte, entend bien remplacer la caméra détruite. Plus encore, elle souhaite en ajouter 10 autres d'ici la fin de l'année sur un dispositif qui en compte pour l'heure une cinquantaine. Voilà pour ces explications de Victor Chabert avec Anthony Favali. Bruno Bonnel, on a là le symptôme de ce qui se passe dans notre pays. Des zones où bien les voyous, à la disqueuse, font tomber les caméras de vidéosurveillance pour empêcher que, encore une fois, on puisse les reconnaître pendant qu'ils se livrent à leur petit trafic. Et la mairie qui va remettre des caméras de vidéosurveillance, on va déployer des policiers. Et c'est un cercle sans fin, en fait. Et non, on a la preuve surtout que ça commence à bien énerver les voyous, qu'on se mette en place contre la drogue. C'est une guerre qu'on mène d'une façon systématique. Moi, je salue la mairie qui répond, on va en mettre 10. On va en casser une, on en met 10. Et on continue. Et il faudra que l'État soit derrière pour soutenir, ce qu'on a d'ailleurs pris comme engagement. Alors, celle-là est filmée, mais moi, dans ma circonscription à Villeurbanne, systématiquement, les caméras de surveillance sont détruites sur les points de deal. C'est quelque chose de classique. Donc, et à chaque fois, il faut en remettre et il faut persister. De toute façon, c'est une guerre qui va durer longtemps, la guerre contre la drogue. Il faut absolument montrer qu'au bout de la route, l'État sera plus puissant que ces dealers. Et je sais que c'est frustrant, et quand on voit ça, c'est même choquant. Dimanche, 20h à la disqueuse. Mais je crois qu'il faut être têtu et continuer à être obstiné contre cette drogue. Grégory Joron, vous êtes avec nous du syndicat Unité SGP, un syndicat policier. Encore une fois, c'est très symbolique de ce qui se passe dans les quartiers où on n'arrive plus, en fait, à juguler les activités des délinquants. C'est bien cela, Grégory ? Je ne sais pas s'il nous entend, Grégory Joron. Il est avec nous ? Oui, Grégory Joron. Non, il n'a pas de son, donc on viendra le voir un peu plus tard. Jean-Claude Dacier, Oyonnax, c'est une petite ville, a priori, qui n'est pas, a priori, une cité chaude de la région parisienne. Et néanmoins, on a les mêmes scènes, avec des cocktails Molotov, avec un certain nombre d'actions de dealers. Partout où le trafiquant de drogue et délinquants sont souvent les mêmes, agissent et ont pris l'habitude de se considérer qu'ils sont chez eux, dans ces parties de quartier, ou dans ces quartiers. Regardez la série sur Canal en ce moment. Alors, c'est une série de télévision, mais sur le monde du rap, avec... Validé. C'est validé, c'est... Alors, encore une fois, c'est de la télé, mais c'est évidemment un rapport direct avec une réalité qui est extrêmement difficile, extrêmement compliquée, avec des gens avec lesquels on est difficilement... On n'a pas la capacité d'entrer en contact. Ils ne parlent pas le même langage que nous. Ils ne voient pas la sanction pénale comme nous. C'est un monde à part. Et qui fait son business depuis longtemps et qu'on prétend, à raison, je trouve, essayer de les empêcher et de réduire le trafic de drogue au minimum possible. Et je disais, et je maintiens, que les caméras, c'est bien de les couper, on en remet, on les coupe, on en remet. Je pense qu'il faudrait passer le plus souvent possible, quand on le peut, au drone. Parce que le drone, ça arrive sans prévenir, ça photographie, ça visionne les délinquants qui sont pas toujours avec le masque ou la cagoule sur la tête. Et vous pourriez, j'en suis absolument convaincu, d'ailleurs je pense que ça doit être utilisé, j'ai rien inventé, mais je pense qu'il faudrait généraliser. Il me semble que l'outil de demain, c'est plus le drone que la caméra, qui est systématiquement, fréquemment cassée par les voyous. Céline Pina,
Pour rebondir sur ton exemple, je me souviens d'un épisode de Game of Thrones dans lequel la conseillère de la reine dit, il s'appelle Littlefinger, et il lui dit « le pouvoir c'est le savoir ». La reine prend un poignard, le lui colle contre la gorge et lui dit « le pouvoir c'est ça ». Et en fait, c'est ce qu'on est en train de nous montrer. Le pouvoir, ça se montre, ça se démontre, et ici, c'est le pouvoir de détruire. Le message qui est envoyé, il est très clair, parce qu'on voit bien qu'il ne se contente pas de faire tomber le pylône, il y a aussi jet de cocktail Molotov, destruction autour, qui sont simplement, on montre qu'on est capable de détruire. Le pouvoir, c'est le fait d'avoir, c'est le fait de détruire. Et ici, c'est un message très clair qui est envoyé à l'extérieur. C'est notre territoire, toute intrusion sera combattue. C'est un message très clair qui est envoyé aux gens qui vivent ici en disant « Regardez, c'est nous qui tenons ce territoire. Donc si vous voulez que tout se passe bien, vous êtes derrière nous. » Et le message passe très bien parce que si on met 10 poteaux et que les 10 poteaux sont sciés, le problème, c'est qui va intervenir. On sait très bien qu'une simple voiture avec 3 personnes à l'intérieur ne peut pas venir dans un spot pareil, enfin dans un lieu de deal pareil, parce qu'il y a 50 personnes qui vont sortir pour se précipiter sur eux. Donc comment on fait ? On aura peut-être l'image, mais comment on fait ? C'est un écosystème qu'il va falloir créer autour. Si on n'a que l'image et aucune intervention, c'est encore pire. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a des territoires perdus, qu'il y a des territoires abandonnés. Et hélas, pour l'instant, on est plus dans les territoires perdus de la République que dans des territoire en train d'être reconquis par la force publique. Jean Garrigue, vous qui êtes un regard d'historien. Tout a été dit. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, fondamentalement, si on ne démantèle pas en profondeur ces territoires perdus, ce sont des écosystèmes autonomes qui se sont constitués dans un certain nombre de quartiers, un peu partout en France aujourd'hui, pas seulement à la périphérie des grandes villes, et qui effectivement produisent une économie parallèle qui fait vivre, au-delà même de ceux qui sont directement impliqués dans les trafics, une partie de la population de ces quartiers, ce qui leur donne un pouvoir, ce qui leur donne une puissance et un pouvoir d'occupation du territoire. Il y a, pour les combattre, beaucoup de techniques, beaucoup de stratégies, y compris la fermeté, l'intransigeance de la police, de la justice aussi, de la sanction pénale, et puis le démantèlement, et là ça devient plus compliqué, des réseaux d'affiliation et de fourniture de la drogue, et puis aussi une réflexion à mener sur la transformation du tissu urbain, le déplacement des populations, parce que il y a là quand même, je le répète, comme le disait Céline, des territoires perdus. Ce sont on le voit bien d'ailleurs. C'est cette volonté de mettre en image leur conquête, leur implantation sur le territoire, elle est très claire. Et donc, ça veut dire que dans ces territoires-là, ils sont inattaquables. Donc, je pense qu'il faut s'en prendre à ces territoires. Mais je le répète, on peut mettre des drones, on peut mettre des caméras, mais on n'ira pas au bout, on n'ira pas au cœur de ce qui fait au trafic, à l'économie souterraine. C'est souvent des quartiers qui sont des quartiers HLM. Donc en plus, le plus drôle, entre guillemets, c'est qu'à la fin, on finit par financer ceux qui se livrent à ce trafic, ceux qui les aident. Si quelque part, lorsque les gens étaient arrêtés, qu'ils soient nourrices, qu'ils soient dealers, ils perdaient le logement social et ils étaient expulsés du quartier, on arriverait peut-être à changer la donne. Non seulement expulsés, mais n'ayant plus droit à cette solidarité nationale. Ce qu'il faut penser, c'est que la solidarité qu'on exprime entre nous, elle est liée à des principes et à des valeurs. Si vous vous en excluez, pourquoi mériteriez-vous d'avoir cette aide apportée par le reste de la population qui vous subit ? Parce que les gens qui sont sous la coupe de ces personnes-là ne vivent pas bien et ils ont souvent pas le choix parce que leur réalité, ce sont ces voyous-là. C'est pas la présence de la police, c'est ça. Donc ils ont souvent pas le choix et des fois ils peuvent d'ailleurs devenir nourrices sans avoir envie. Nourrices, c'est-à-dire abriter des gens qui ont. Oui, parce que sinon ils ont des ennuis, leurs gamins se font tabasser. C'est aussi ça la réalité de ces quartiers. Les sondages disent qu'ils ont plus peur de ces caïds que de la police. Absolument. Et justement, il y a aujourd'hui un nouveau dispositif qui est entré en vigueur, des amendes forfaitaires pour les guetteurs, les trafiquants qui squattent dans les halls des immeubles, qui rendent la vie extrêmement compliquée pour les habitants. Des amendes forfaitaires qui vont de 200 à 400 euros. On va écouter les explications de Vincent Fernandez, puis on va voir si c'est un bon moyen pour tenter de ramener le calme dans ces quartiers.
Les forces de l'ordre peuvent désormais verbaliser les squatteurs des halls d'immeubles. Une première amende pour occupation illicite d'une partie d'immeubles collectifs est établie à 200 €, minorée à 150 et majorée à 450 €. Elle vise principalement les guetteurs et les dealers. La deuxième concerne les installations illicites sur le terrain d'autrui. Elle est fixée à 500 €, minorée à 400 et peut monter jusqu'à 1000 €. Ces deux nouvelles amendes doivent à terme remplacer des procédures judiciaires longues et donc peu utilisées. Pour le moment, seul le Val-de-Marne et 5 villes partout en France vont en faire l'expérimentation qui court jusqu'au 14 janvier prochain. Est-ce que c'est de nature, Bruno Bonnell de La République En Marche, à permettre à ses habitants de mieux vivre, ou est-ce que c'est quand même toute petite mesure ? Non, je crois qu'on parlait de la symbolique tout à l'heure. Attendez, déjà, la drogue, c'est comme quand on parlait ou quand on voit dans les films la mafia. C'est quelque chose d'extrêmement ramifié, organisé, et qu'il faut prendre de deux côtés. C'est-à-dire à la fois des grands trafiquants, avec les services de renseignement, avec les grosses sources d'approvisionnement, et puis il faut aller dans la capillarité, au bout de la chaîne, avec ces guetteurs, ceux qui font ce qu'on dit la chouffe, ou les nourrices, ou tout ça. Donc moi, je crois que symboliquement, montrer qu'effectivement, il y a une action qui est menée sur les gars qui sont assis sur des chaises en plastique au milieu de la rue et qu'on va déloger à coup d'amende, c'est intéressant. Et moi, je crois qu'il faut le faire pour la population. Et ils y vont à combien de policiers ? À 10 minimum, alors, on est d'accord pour mettre les amendes. En tout cas, c'est sûr qu'on aura sur ce plateau à discuter probablement d'affrontements entre des policiers et des dealers. Mais encore une fois, bravo à nos forces de l'ordre. Vous avez vu Bac Nord, j'imagine, comme 2 millions de Français. Il faut qu'ils tiennent. C'est véritablement on a déclaré la guerre à la drogue. C'est la décision du gouvernement. Oui, il faut que toute la chaîne de commandement de cette guerre fonctionne. Il faut protéger effectivement les policiers, les soutenir, mais pas dire il n'y a pas assez de moyens ou il n'y a pas assez de volonté. Il y en a une. Donc moi, je crois que c'est important, qu'il faut tenir le coup. Il y aura des heurts, mais au bout d'un moment, ça risque quand même de déplacer un peu les choses. Non mais pourquoi on partirait battu ? Moi, je pars pas battu. Je dis il faut se battre jusqu'au bout. Tout essayer, Céline Pina. Dans le réel, très souvent, ce sont des gens qui ont organisé leur insolvabilité, c'est-à-dire qu'officiellement, les revenus viennent de la drogue. Officiellement, ils sont souvent sous minima sociaux, avec un certain nombre d'aides sociales. Et donc, les amendes, en fait, ne sont jamais payées et très souvent ne sont même pas exigées parce qu'il n'y a pas de revenus à saisir, puisque je rappelle que les minima sociaux, enfin que les aides sociales ne peuvent pas être saisies. Donc, on a un vrai souci. Il va falloir à un moment donné rentrer dans le concret, rentrer dans le détail, comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, parce que sur le papier, c'est très bien. Je crains que dans la réalité, ces amendes ne soient jamais payées et ça renforce encore plus le sentiment d'impunité, le sentiment d'être plus fort qu'un État qui est vu comme tellement bébête qu'il ne se renseigne pas sur le réel, il fait de l'affichage, mais ne se soucie pas réellement de combattre ce qu'il y a sur le terrain. Et cette histoire d'amende me laisse très dubitative. Jean-Claude Dacier. Je ne crois pas une seconde. Pareil ? J'essaie d'imaginer, donc on fait une espèce de commando de policiers, parce qu'ils ne vont pas y aller tout seuls quand même. Il y a 5-6 gars qui sont soit assis sur des fauteuils avec des vieilles couvertures, où il y en a 2 qui sont debout dans l'immeuble, donc les 5 vont prendre... À condition qu'ils empêchent la libre circulation. Oui, déjà, il va falloir apprécier... Donc, c'est pas n'importe qui. Hein. Donc, oui, mais ils empêchent la libre circulation. Il faut avoir les témoignages des gens, Quand les flics sont là, ils n'empêcheront personne. Je ne vois pas la constitution aisée, facile de la faute, de la contravention. Parce qu'ils en ont vu d'autres. Dès qu'ils verront un flic qui se barreront à toute vitesse, honnêtement... J'espère me tromper, hein, mais je vois pas. Et en plus, l'argument de Céline me paraît bon. Ils sont organisés. Vous ne verrez jamais l'argent revenir dans les caisses. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'on les interpelle et on les fait rentrer dans un schéma judiciaire dont, à la même table, on dit il ne fonctionne pas. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant déjà de dire il y a un nouvel élément pour aider la police. Sur l'insolvabilité, je suis d'accord sur la première amende. Je suis d'accord. Mais 200, 300, 400, 500, parce que ça va cumuler les amendes au bout d'un moment. Et là, on arrive à des seuils où, effectivement, la justice va pouvoir se mettre cette fois-ci en branle. Donc moi, je suis pas aussi désespéré que vous. Je pense que identifier ces gens, leur mettre des amendes... Mais comment ils vont remplir tranquillement. Comment tu t'appelles Ça serait efficace, rapide, mais ça, personne veut s'y attaquer. Au niveau de violence qu'on a atteint, je ne vois pas comment ils vont s'en sortir, les malheureux policiers, mais bon. Alors, j'aimerais vous entendre. La vertu de ces mesures, c'est d'essayer de
contrecarrer un tout petit peu ce dont on se plaint en permanence ici, c'est-à-dire que la sanction, elle est beaucoup trop lente et elle aboutit finalement en général à un rappel à la loi ou à il n'y a plus de rappel à la loi. Stage de citoyenneté. Voilà, stage de citoyenneté. Truc à la mode. Là, vous avez une sanction immédiate, a priori, en tout cas, qui va, dans un délai très, très restreint, s'appliquer. Maintenant, là aussi, j'ai quelques doutes sur la faisabilité, parce que effectivement, il y a la question de l'insolvabilité, la question de l'organisation de ces bandes, des guetteurs, et la caractérisation du délit. Ça fait beaucoup de soucis. Mais je pense que les policiers sont souverains sur la caractérisation du délit. Il dira, quand ils vous mettent une amende dans la rue parce qu'ils estiment que vous tenez votre téléphone, non, je le tenais pas. Ben moi, je suis le flic, vous l'êtes pas. Je vous dis que vous tenez votre téléphone. Non, et mais vous prenez 135 €. Et c'est terminé. Si on est assez bonnet pour accepter, dans les cités, ça va être plus compliqué. Non, mais je parlais de la caractérisation du délit. Vous empêchez les gens de rentrer dans l'immeuble. Non, monsieur. Oui. Mais quand vous savez que... Quoi qu'il arrive, c'est manifester une volonté de casser un système. Et ça, rien que ça, c'est déjà quelque chose. Alors, même si les résultats ne sont pas probants au départ, moi, je pense que tout signe, tout indice que cette contre-société, parce qu'il s'agit d'une sorte de contre-société, peut être entravée, peut être gênée. Je pense que ça peut être quelque chose. Jean-Claude Dacier. La volonté du pouvoir n'est pas suivie d'effet. Juste, si la volonté du pouvoir n'est pas suivie d'effet, pour le coup, il y a une forme de mépris du pouvoir aussi qui s'installe. Il faut faire attention. La volonté, c'est important, mais elle doit générer de l'action et elle doit générer des sanctions. Et là, on a quand même un petit souci, malgré tout, sur la sanction qui est peut-être liée aussi au pouvoir judiciaire et au fait que les dernières constatations montrent que les Français estiment que là-dessus, il n'est pas présent. Absolument. Jean-Claude Dacier, un dernier mot. Courage, je souhaite bon courage à tous les policiers avec leur carnet de contravention qui vont aller rencontrer les voyous et les délinquants. Dieu sait que ce sont dès qu'ils verront leur voiture, vont évidemment s'interpeller. Moi, je suis évidemment influencé par les images que nous voyons. Ils sont d'une violence, ils ont pas peur. On passe notre temps à dire qu'ils n'ont pas peur une seconde des policiers, qu'ils n'ont pas peur de la sanction pénale, parce qu'elle n'arrive que rarement, etc., etc. Bon, alors peut-être qu'avec les contraventions, ça va marcher. Honnêtement, cher ami, j'en doute fortement. Mais je souhaite de tout cœur me tromper. Le mot de perturber le système... le mot important. Il faut, même s'ils sauvent et qu'ils reviennent, ils vont être obligés de se déplacer, puis revenir, puis bouger. Puis perturbons le système, c'est plutôt intéressant. Maintenant, ça n'empêche pas que les vrais combats contre la drogue, c'est bien les combats des trafics profonds que eux, on ne voit pas dans la rue, c'est sûr. Et là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Il faut attaquer par un autre angle, peut-être l'aspect financier, l'aspect blanchiment de l'argent. Exactement. Mais ça, c'est un vrai sujet. Ce qui détruit notre quotidien et ce qui détruit la société, ce n'est pas ce grand banditisme, c'est vraiment cette espèce de petit écosystème qui crée des zones de non-droit. Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que les habitants, eux, sont exposés à cette logique-là. Il faut faire les deux. Mais malheureusement, voilà, sur le terrain, jusqu'à présent, on a vu beaucoup d'effets d'annonce et peu d'actions réelles. Mais parce que c'est compliqué. Hein. Je ne dis pas que c'est une partie de plaisir. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoquera ce qui s'est passé à Valence, où un père de famille est en garde à vue après avoir menacé de mort les enseignants de son fils, un petit garçon de 11 ans qui avait créé Allah Akbar pendant les hommages à Samuel Paty. On se retrouve dans un instant dans Punchline. À tout de suite.